Alors, bonjour. Voilà, nous voici aujourd'hui ensemble pour voir le chapitre en rapport avec RDF. Mais avant de commencer avec RDF, on va d'abord faire un peu de récap pour se situer, pour bien se situer par rapport à ce cours. Alors, là, juste une seconde, je bouge un peu. Voilà. Bref, depuis le début du cours, vous savez bien qu'on a commencé à voir les choses différemment avec le web sémantique qui, bien entendu, par son organisation, s'est distingué du web documentaire. On a commencé à voir, à regarder les choses sous forme des triplés, donc sujet, propriété et objet. Voilà. Et puis, tout ça, on a vu que tout ça, donc, sont des ressources. Et, disons, on a vu que les ressources, on peut les représenter. On a vu trois types de représentation. On a vu comment on peut faire en RDF, XML. On a vu comment on peut représenter en N triplé. On a vu comment on peut représenter un pattern. Donc, le plus utilisé, c'est RDF XML et pattern. Pour rappel, côté N triplé, donc tous les éléments doivent se mettre dans les crochets, dans les chevrons comme ça. Et Et pour RDF XML, nous avons la description telle que RDF, description, et puis ici, on déclare la ressource à l'intérieur et on a cette balise qui va se fermer, RDF, description. Pour Tartor, on a la possibilité d'utiliser les préfixes qu'on a vus. Par exemple, on peut dire un préfixe S en disant que ceci c'est égal à HTTPS, double point, voilà, et ainsi de suite. Et à la place, au lieu d'utiliser cette URL ou URI, on peut à la place utiliser M. Donc, cette préfixe. Ça, c'était d'une manière générale. Et si alors on retournait au niveau de notre pile de standardisation de web sémantique, on a vu d'abord, on a commencé par, à ce niveau, on a commencé par apprendre ou voir comment représenter tout ce qui nous entoure sous forme des URI ou IRI. Et puis, on a vu le RDF qui nous a permis de représenter, donc un format, donc qui nous a permis de représenter et de décrire ces URI, ces ressources qui nous entourent. Et pour cela, on a utilisé plusieurs représentations, en l'occurrence RDF, XML, NTP, et ainsi de suite. On a vu bien sûr beaucoup de techniques qui sont liées à cela, mais quand même, ça se limite juste à la représentation des ressources ou bien à la description des ressources. Et puis, on a avancé. C'est un peu comme si on montait avec une base de données. Donc, comment puis-je dire, on avait, euh, une fois qu'on a créé une base de données, une fois que la base de données existe, il nous faut faire des requêtes dessus. Ou bien, en d'autres termes, il faut interroger
interroger notre base de données. C'est en ce sens que Spark, Spark, Spark SQL a intervenu, donc à ce niveau, le Sparkle a intervenu pour faire des requêtes sur des fichiers RDF qu'on avait constitués. Et sachez que ces fichiers, c'est un peu comparable donc, à une base de données si on se réfère à la gestion des bases de données relationnelles ou non. Alors, on a fait des requêtes et puis, pour le moment, donc juste, on se dit, OK, très bien. Nous avons des ressources, nous savons comment les représenter. RDF va nous permettre de faire une description, mais ça se limite juste là. Imaginez par exemple, je vais juste donner un petit exemple ici, où, euh, par exemple, là, je vais juste une seconde, je vais effacer un peu. Et voilà. Supposons par exemple que j'ai voilà. Imaginez que j'ai des ressources, par exemple, qui sont des hommes. Donc, j'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai par exemple la personne Marc, qui est un homme. D'accord. Alors, avec RDF, normalement, Marc, c'est un homme. Et si on va beaucoup plus loin, tout ça, ça tombe dans la classe, par exemple, des animaux. Donc, RDF, si par exemple je fais une requête Spark SQL en cherchant les hommes, oui, avec, vous vous rappelez, des select, vous l'avez SPO, WEA, voilà, WEA, où on met les trois là, donc S, P, bon, comme ça, et O. Donc, si on fait une requête Spark en cherchant les hommes, quelque part, là où on aura Marc, on ne pourra pas trouver Marc parce que dans la description, il n'y a pas cette intelligence qui va dire à notre moteur de recherche de dire retournez Marc aussi parce que lui aussi, c'est un homme. Ou bien, on a aussi dans la description, on a aussi Jeanne, par exemple, Jeanne qui est mariée à Marc, par exemple. Vous voyez, les deux sont des hommes. Mais jusque-là, et donc la description de RDF ne nous permet pas de lier Marc et un homme, alors qu'en réalité, Marc, c'est un homme. Donc, aussi, on va dans l'héritage, dans la composition et agrégation. Je pense que vous allez comprendre bien. Donc, ça, c'est la limite de dire, OK, si on a une classe, par exemple, homme, il faut qu'il y ait cette possibilité de se dire, si je cherche un homme, je vais retourner tout ce qui est homme d'une façon générale, mais aussi d'une façon spécifique, tout ce qui serait spécifié, mais qui tombe dans le domaine de homme, dans ce cas, il faut se le retourner parce que c'est un sous-ensemble de ça, ou bien une sous-classe de ça. Donc, RDFS va nous permettre de faire des inférences, donc d'apprendre sur la manière dont les données sont organisées pour en déduire une autre, en quelque sorte, connaissance. Donc, la notion d'ontologie que vous avez vue. Donc, mais, bon, à la différence, bien sûr, après RDFS, va intervenir l'autre qu'on appelle OWL pour les OWL pour les ontologies qui sont poussées. Donc, bref, RDF va nous permettre donc RDFS va nous permettre de déduire des connaissances, d'autres connaissances
donc dans un fichier ou bien dans une base de données RDF qui est déjà constituée. Donc, je pense que jusque-là, on peut avancer. Donc, nous allons organiser, nous allons essayer, nous allons lier des éléments sous forme de schémas où on va les mettre, où on va juste emprunter les notions de, comment puis-je dire, de classe. Si vous avez fait la programmation orientée objet, les notions de, vous voyez bien les notions de classe, mais aussi les notions d'héritage et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, là, je fasse un peu ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que RDF, normalement, RDFS va nous permettre d'apprendre, de lier, d'améliorer nos schémas, comment dire, nos fichiers RDF en essayant de trouver certains autres éléments via des connexions entre les éléments. Ces connexions, ça pourra être des propriétés, ça pourra être des classes d'appartenance, peut-être qu'un élément pourra être une sous-classe d'un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, si on retourne au niveau du cours encore, on a vu qu'il y a ce qu'on appelle, donc on peut les ressources. On a dit que chaque fois on les représente dans le chevron, mais aussi il y a des valeurs littérales qu'on a vues et qu'on met comme ça. Et donc, en RDF, on n'a que deux éléments. En RDF, on a d'une part, donc en RDF, toutes les ressources d'abord. Donc, on a les ressources et les littéraux. Donc, normalement, je peux avoir le sujet, la propriété et l'objet. Ça peut être, par exemple, mais entre-temps, comment puis-je dire, ça peut être, par exemple, Jean est marié à, et ici, j'aurais, par exemple, Jeanne. Si vous comprenez bien, Jeanne, ce que je vois ici, c'est pas le nom. C'est une ressource qui peut avoir comme des descriptions telles que son nom, cette fois-ci le nom qui va être Jeanne, mais bien entendu écrit entre les guillemets, qui pourra avoir par exemple 25, ici on aura XSD integer, et ainsi de suite. Donc là c'est le sujet, là c'est le prédicat ou la propriété ou la relation, et ça c'est l'objet. On peut aussi dire Jeanne, voilà, Jeanne, voilà, qui est une ressource, a pour nom, ça c'est déjà la propriété, a pour nom, voilà, je fais comme ça, là aussi, a pour nom, Jeanne. Voilà, non, pardon, ça c'est c'est comme ça, a pour nom Jeanne. De ce fait, nous avons un littéral. Ici, nous avons ressources et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc, revenons alors à ce cours. Maintenant qu'on a vu tout ça, nous allons voir comment gérer, comment organiser nos ressources et littéraux dans notre langage RDF, RDF plutôt. La syntaxe de RDFS, bon, comment puis-je dire, elle se construit de la même manière que l'on fait pour RDF, à part qu'on va utiliser par exemple des préfixes tels que RDFS, voilà, que l'on va trouver plus tard. Alors que pour RDF, donc on a un tel préfixe. Et puis, autre chose, et RDF
S va aussi hériter des... Donc, RDF, si j'essayais d'illustrer RDF et RDFS, je ferais, par exemple, si je mettrais RDF et si je mettrais RDFS pour émettre la relation qui dirait que tout ce qui se trouve, tout ce qui se trouve dans RDF se retrouve aussi dans RDFS, mais quand même, c'est pas tout ce qui se trouve dans RDF qui se trouve dans RDF. Là, c'est un peu comme je dirais, par exemple, animal et homme. Donc, tous les hommes sont des animaux, mais tous les animaux ne sont pas des hommes. Tout RDF peut se regarder comme RDFS, mais tout RDFS ne peut pas se regarder comme RDF. Donc, si c'est comme ça, et sachant que RDFS utilise des techniques comme donc des langages de description tels que Tartor, tels que euh, Tartor, tel que RDFXML, tel que N triplé, sachez qu'on va aussi utiliser ça au niveau de RDFS. Autre chose, si pour l'interrogation, donc si je dis l'interrogation de RDF, en ayant à l'esprit que le fichier RDF est considéré comment je dis, est considéré déjà comme une base de données. Si pour interroger un fichier RDF, on utilise Spark, c'est que aussi, compte tenu de cette relation, c'est que aussi RDF va aussi être examiné. Le fichier, donc là aussi un fichier RDFS, va s'examiner en utilisant, s'interroger en utilisant Spark. Donc, bref, c'est la construction, c'est la même, la syntaxe, c'est la même, à part les spécificités que l'on va voir, surtout en ce qui est de la gestion de ce qu'on va appeler des classes, des propriétés et l'hierarchie entre ces éléments. Avançons vers le cours en soi. Voilà. Tac, juste là. Très bien. Donc, où est-ce que je me trouve? Donc, ce que je disais, donc RDF va introduire donc RDFS, ça veut dire RDF schéma. Donc, ce sont des schémas de représentation de RDF. Donc, il a, il va nous proposer des vocabulaires pour écrire des ontologies légères. Ici, on ajoute légères parce que Spark, non, parce que plutôt RDFS, bien qu'elle est élargie, bien qu'elle amène, elle arrive à lier des ressources LTLO via des classes et propriétés, il a un niveau quand même qu'il ne peut pas dépasser parce qu'il ne peut pas dire, par exemple, les hommes qui ont des enfants. Si je dis, dans l'exemple que j'ai montré, j'ai dit, si je fais une requête de chercher les hommes, RDFS pourra me permettre de retourner et Marc, bien que Marc n'a pas été mentionné comme homme, mais comme on aurait écrit une relation qui établit Marc et donc quelque part on aurait dit que Marc est un homme. Mais si alors on veut aller beaucoup plus loin, de chercher les hommes qui ont des enfants, là à ce niveau, RDFS n'y peut rien. Donc on ne gère pas ces contraintes. Il va juste, ça reste dans un cadre descriptionnel, si je peux dire, un peu comme le fait RDF schéma, à part que, bien sûr, elle arrive à lier les ressources et les litéros entre elles via des propriétés, via des groupements en classe ou des propriétés. Alors, cette façon alors de faire, qui n'arrive pas à gérer des contraintes supplémentaires intelligentes telles que voilà, les hommes noirs, les femmes avec des enfants,
Donc, si, comme elle n'arrive pas à faire là, à faire tout ça, on va dire qu'elle va nous proposer de mettre en place des inférences, des ontologies qui sont légères. Comme je viens de le montrer, RDFS va s'écrire en RDF. Je vous ai dit que si RDF se décrit avec des techniques de langage comme RDF XML, euh, N-triplet, Tartor et bien d'autres, parce que nous, on s'est concentré sur le 3, mais il y a d'autres. Ça veut dire que si RDF utilise ces techniques, c'est que RDF aussi va les utiliser. Pareil aussi pour l'interrogation de la base de données. Donc, ça va être un fichier, vous voyez, donc illustré de la manière suivante. Donc, vous voyez RDFS, un fichier RDFS, sa construction, c'est pareil comme celui de RDF. Voilà, globalement, RDF, vous vous rappelez, ça c'est URL, ça c'est l'URL de RDF. Vous voyez là, nous avons la représentation de l'espace des noms. Donc, vous voyez RDF ici, RDF, RDF.RDF, et nous avons l'espace de nom qui va d'ici jusque là, donc RDF là. Et puis, si on veut créer une préfixe pour RDF, donc là, c'est ce que vous voyez ici, à son niveau, c'est la préfixe pour l'URL, comment dire, l'URL de RDFS. Voilà, je pense que ceci, ça vous est familier parce que vous avez déjà utilisé ça. Ça, c'est en RDF XML et en Tartor, on peut, vous voyez là, on l'a utilisé comme un préfixe, donc RDFS. Donc, si on fait comment puis-je dire, si on veut voir les similarités, là où on utilisait par exemple RDF double point et quelque chose, désormais on pourra utiliser RDFS, RDFS. Mais quand même, il y a des règles. Alors, donc, les métavocabulaires en RDF, il y a des vocabulaires qui vont nous proposer, ça va se jouer, tous va se grouper en termes de classes et propriétés. Tout va tourner autour de classes et propriétés où certaines ressources vont être liées entre elles par des relations d'héritage, d'appartenance, si je peux dire, des instances. Si vous voyez la programmation orientée objet, si j'ai homme, je peux dire homme X. Homme X, c'est une instance de la classe homme. Alors, même les ressources aussi, on va les gérer sous forme de classes et des propriétés. Et c'est ça qui vont constituer les métavocabulaires au niveau de chaque partie pour ce qui est de notre RDFS. Donc, en d'autres termes, si on retournait un peu, on a vu que RDFS s'écrit en RDF. Donc, en d'autres termes, c'est un schéma lui aussi pour décrire des schémas. Très bien. Alors, maintenant, on commence les choses un peu sérieuses. J'ai dit que dans notre RDF, lorsque j'ai un sujet, donc je l'ai fait au départ, lorsque je peux avoir un sujet, un prédicat et un objet. Voilà. Les valeurs à tous ces éléments, ils peuvent être des ressources représentées de cette manière ou bien des littéraux représentés de cette manière. Cette représentation n'est possible que pour les objets. Voilà, n'est possible que pour les objets. Donc, ressources et littéraux. C'est ce que nous voyons à ce niveau. Donc, nous voyons d'une part RDFS littéral et RDFS ressources. Donc, là, cela revient à dire, à prendre les deux éléments que l'on a en RDF et on va se dire que, comme pour organiser notre RDF, on va utiliser des métavocabulaires tels que les classes et les propriétés. Donc, j'ai des littéraux,
j'ai les ressources et maintenant, je vais voir comment les grouper sous forme de classes pour que plus tard, lorsque je serai en train de faire des requêtes, certains éléments pourront être retrouvés via des relations telles que appartenance à une classe donnée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela montre ici? Normalement, les littéraux, normalement, sont des ressources. Les littéraux sont des... Donc, en RDFS, tout est ressource. Contrairement à RDF, contrairement à RDF, où on a les ressources et les littéraux, en RDFS, désormais, tout est ressources. Donc, les littéraux sont aussi des ressources. Donc là, c'est la relation d'héritage. Et puis, les propriétés aussi sont des ressources. Donc, nous avons les littéraux, nous avons comment puis-je dire, les propriétés. Tout ça sont des ressources. Et tous ces éléments que l'on a devant nous, ils héritent d'une classe globale, d'un schéma global qui s'appelle RDFS. Donc, ça veut dire que RDFS, pour dire que c'est pour dire le RDF schéma, RDF littéral, c'est une instance de la classe RDFS classe. RDFS classe, aussi, c'est une instance de cette classe même, on verra, mais aussi RDF ressources, c'est aussi une instance de cette classe. Voilà, donc au fur et à mesure, on va essayer de décortiquer chaque partie. Donc, nous avons des éléments que l'on trouve, dans RDF, il y a les littéraux et les ressources, et désormais, on va essayer de les coiffer, de les mettre tout ça dans ce qu'on appelle les classes ou les propriétés. On vient de voir que les littéraux et les ressources, tous les deux là, sont des instances de la classe, donc de RDF classe. Et les ressources, et bon, ils sont aussi, donc nous allons voir que les propriétés aussi, et c'est, comment puis-je dire, c'est un sous-ensemble des ressources, bien entendu, c'est un sous-ensemble des ressources, parce que même si on se référait sur notre représentation, et là, les propriétés, on va les trouver ici, et donc, on voit, ça c'est une ressource, ça c'est une ressource, ça c'est une ressource bien sûr qui peut être à la fois littérale ou simplement une ressource qu'on peut représenter de cette manière. Donc, les propriétés aussi sont des sous-ensembles des ressources. Alors, on va essayer de continuer à grouper. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Donc, et les littéraux et les ressources, tout ça sont une partie, donc sont des instances de la classe globale qui s'appelle RDF. Bon, de la ressource principale qui s'appelle, disons, RDF classe. Alors, les littéraux, voilà, les littéraux, comme on vient de le voir, les littéraux, cette partie que vous voyez ici, donc là, on va travailler cette partie-là pour étudier les schémas, les métavocabulaires qui peuvent naître de cette relation. Alors, donc normalement, on a vu que comment puis-je dire, les littéraux font partie de classe. Littéraux font partie de classe et la classe RDF, c'est une instance de lui-même. Alors, si on analysait les littéraux, ils peuvent être représentés sous forme, comment puis-je dire, sous forme des RDF HTML, RDF lang string, si c'est juste une valeur avec comment puis-je dire, les guillemets. Ils peuvent aussi être des XML littérales. Et si on va beaucoup plus loin, on va trouver que ça, c'est un type. Ça fait partie aussi de la classe RDF, data type. Ça aussi, c'est data type. Ici, bon, mais là,
Data type, ça ne se limite pas sur les littéraux. Bien sûr, il va y avoir d'autres éléments tels que les entiers, tels que les d'abord. Et puis, data type, c'est aussi une sous-classe c'est une sous-classe de RDFS class, mais aussi, comment peux-je dire, mais aussi RDF data type, c'est une instance de cette classe. Pareil, donc XML littéral, un peu comme ça l'est pour RDF HTML, c'est une sous-classe de ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on est en train de traiter et d'étudier la relation entre RDF littéral et RDF classe. Donc, ça va s'éclaircir donc lorsque on va arriver au niveau des propriétés, au niveau de la pratique. Mais comprenons quand même l'essentiel. Tout est classe, tout est ressources. Donc, voilà. Quelles sont les ressources? Donc, ce sont des instances de RDF class, les littéraux, et mais les propriétés ne sont pas des instances de RDF class. On va les étudier à part. Donc, on va avoir des hiérarchies côté classe et des hiérarchies côté propriété séparément. Alors, là, à ce niveau, on va étudier la relation entre RDF ressources. Donc, nous avons ressources et propriétés. Et donc, on a vu que RDF ressources, c'est une instance. Les pointillés là, c'est pour dire que c'est une instance de RDFS class, mais RDFS class, c'est une ressource. Donc, parce que, comme ça revient toujours le mot, tout est ressource. Ici, RDF classe, donc on va voir que RDF propriété, c'est comme toutes les ressources, bien entendu, c'est une sous-classe donc de RDF, comment peux-je dire, de RDFS ressources, et c'est une instance de RDF classe. Alors, si on va beaucoup plus loin, on a vu l'utilisation des listes, on a vu l'utilisation des statements, côté des réifications, on a vu comment on utilise des conteneurs. Donc, tout ça, ça tombe dans cette partie des RDF, des classes de notre RDF S. Voilà. Donc, du côté de ressources, donc, nous avons à la tête, nous avons les ressources. Les ressources, en dessous, il y a une classe qui s'appelle propriétaire, mais qui est, lui, hérité de RDF. Et puis, en dessous, il y a aussi notre classe qui s'appelle Container Membership Property, donc qui va contenir toutes les propriétés, les membres toutes les propriétés, si je veux dire ici, qui rentrent dans la partie RDF S. Alors, maintenant, voyons du côté des propriétés. Les propriétés, comme on a déjà parlé des hiérarchies, par exemple, on peut avoir une propriété, par exemple, euh, disons, voilà, auteur. Auteur, on peut aussi avoir créateur. Tout comme là, tout comme on peut, donc il y a une hiérarchie, tout ça, tous les deux sont des propriétés. Donc, ça veut dire que ça, auteur, ça va être, par exemple, une sous-propriété une sous-propriété de créateur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, d'où ici, nous voyons que pour ce qui est de RDF propriété, il va disposer du vocabulaire RDFS sub class of pour dire que c'est une sous-classe 2. Une sous-classe 2. Alors, pour les propriétés, donc pour les propriétés, nous allons aussi avoir la possibilité de dire, de préciser la valeur de départ. Donc, le domaine, ça c'est dans quel domaine, et la valeur d'arrivée qui est
si je dis par exemple dans le domaine des humains, et range, c'est les valeurs possibles. Par exemple, les humains peuvent être les mâles, les femelles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En plus de cela, donc on va disposer aussi des nouvelles vocabulaires RDF, SAB Property, Of. Donc, le SAB Class Of, c'est le, donc ça, et RDF Property, c'est SAB Class Of RDFS Class, mais sur lui-même peut se construire aussi notre hiérarchie en disant des propriétés qui sont des sous-propriétés de ça. Et puis les propriétés, on va voir donc le domaine et les valeurs possibles. Donc, comme je vais donner pas comme un exemple, on peut dire, ça c'est du domaine des humains. Les valeurs possibles, donc là, si je dis du domaine des humains, c'est que je vais représenter ça avec RDF domaine. Si je vais préciser qui tombe dans ce domaine des humains, je vais utiliser RDF range. Donc, on va y arriver ça va se préciser dans les slides qui suivent. Et puis, les propriétés, on a RDF type dont on a l'habitude. Donc, on va rappeler que si on a P, O, par exemple, si je vais dire que Marie est journaliste, et la relation, je peux utiliser la relation est journaliste, par exemple, est journaliste, et à la place, au lieu de faire ça, je peux utiliser le RDF, type, et comme ça, j'aurai Marie, mais comme ça, pour montrer que c'est une ressource, RDF type, ici j'aurai RDF type, voilà, RDF Mali, RDF type, journaliste. Donc, vous voyez là, ça tombe dans la partie des propriétés parce qu'il y a S, P, O. Donc, il y a RDF, lui aussi, RDF type qui tombe dessus. Et puis, toujours du côté des propriétés, des autres vocabulaires qui peuvent se préciser à son niveau, il y a aussi, on peut, pour chaque propriété, on peut dire, il est défini par, voilà, on peut le voir aussi dans l'exemple, est défini par. Donc, ça voudra dire qu'à chaque fois qu'on va faire une requête en cherchant cette propriété, ça pourrait aussi créer des ramifications, des recherches vers des éléments donc indiqués, pointés par RDF is defined by. Ici, il y a aussi si also. Ça veut dire si par exemple je suis en train de faire une recherche sur les hommes, RDFS pourra, donc, ça pourrait aussi dire, vous pouvez aussi vous intéresser de voir les femmes. Ça, il n'y a pas une inférence qui est là. C'est juste pour vous dire, si vous cherchez ça, je pense que cela aussi pourra vous intéresser. C'est dans ce sens où on va utiliser des labels, donc des si also. On va aussi, pour ce qui est label, par exemple, si on a une propriété name, quelque chose comme ça, on peut lui donner RDF. Donc, on peut dire, donc c'est là lorsqu'on fait distinguer les choses, par exemple, certaines choses en anglais, si c'est en anglais, en français, il y a beaucoup de langues, on peut utiliser RDFS label pour illustrer ça. Et puis, il y a RDFS comment pour gérer les commentaires. Alors, bref, on essaie de récapituler en quelque sorte. Tout ça, on a déjà vu. Ça, c'est des hiérarchies des propriétés, hiérarchie qui peut se contrôler des propriétés. Et RDF subclass of, on a vu que c'est une sous-classe de RDF class. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, c'est ce qu'on a vu dans la gestion des member of, donc la gestion des conteneurs, des listes qu'on a vu dans RDFS. Voilà. Voilà, tout ça. Alors, sémantiquement, voilà, là, ça. Donc, sémantiquement, comment est-ce qu'on doit comprendre tout ce qu'on vient de voir? Là, il y a deux règles. On dit, tout est ressources. Effectivement, si je retourne juste au départ, c'est ce que j'essaie de représenter, tout est ressources. Que ce soit un littéraire, c'est une ressource. Que ce soit une
propriété, c'est une ressource. Que ce soit une classe, c'est une ressource. Voilà. Alors, voyons, on dit pour un triplet X, P, Y, s'il existe un triplet X, P, Y, alors X est de type RDFS ressources. Donc, ça veut dire que tout le sujet qui est là, donc, que ce soit X, c'est notre sujet, donc, c'est notre sujet, donc, il est de type ressource. Ici, notre objet, il est de type ressource parce que tout est ressource. Et vous voyez là, on parlait. Donc là, c'est le sujet et l'objet et la propriété. On a juste utilisé type pour dire que donc c'est RDF type qui va nous montrer que X est une ressource, Y est une ressource. Donc ça, c'est pour illustrer cette façon de dire tout est ressource. Donc pour un triple XPY, alors en RDFS, X est de type ressource, RDFS ressource, et Y aussi sont est de type RDFS ressource. Alors, maintenant, on va commencer, comme on l'a vu dans la partie, donc ici au départ, je vous ai montré, on va beaucoup plus. En RDF, on avait littéral et ressources. Pour le moment, on va regrouper, dans RDFS, on va regrouper donc on va construire des hiérarchies de classe et des hiérarchies des propriétés. Donc, globalement, pourquoi est-ce qu'on doit faire tout ça? Donc, je vais essayer d'illustrer par un petit exemple. Donc, je peux avoir, juste un exemple que l'on va voir plus tard, on peut avoir un document. Un document et euh, ici, je peux avoir, par exemple, euh, une personne. Voilà, donc une personne, juste un peu sur l'exemple qui est là. Donc, donc j'ai un document, j'ai une personne, ça c'est une ressource. Donc, je le mets ovale comme ça. Voilà. Et la relation, si vous comprenez bien, la relation, c'est auteur de. Auteur de. Donc, ça, c'est une classe. Donc, ça, c'est la classe des documents, classe des personnels. Donc, on va pouvoir constituer une hiérarchie de ces ressources, hiérarchie de ces classes, parce que les personnes, on pourra déjà trouver les mâles, on pourra déjà trouver les femelles, et ainsi de suite. Donc, pareil pour les documents, on pourra avoir des romans, on pourra avoir tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on va faire l'hiérarchie des classes, mais aussi cette propriété-là, auteur de, on pourra aussi avoir créateur de quelque chose, voilà, ou bien on pourra avoir est un humain, donc ça peut être une propriété. Donc, une vache est un, donc, je peux dire Jean, si je fais comme ça, est une personne, est une personne, est un humain, je peux dire. Donc, ça, la relation de dire que c'est un humain, c'est que sur cette propriété-là, les humains peuvent être donc, bon, si je peux dire un animal, si je peux dire c'est un animal, parce que de loin, les humains sont des animaux aussi. Donc, c'est les hiérarchies là qui font l'objet. Donc, on va gérer d'une part les hiérarchies des classes, mais aussi les hiérarchies des propriétés. Alors, comment est-ce qu'on va faire les hiérarchies des classes? Les hiérarchies des classes.
Donc, nous allons, bien sûr, les déclarer, les nommer. Nous avons organisé leurs hiérarchies, donc, avec la possibilité qu'il y ait des héritages multiples. Alors, comment est-ce qu'on crée, donc, on crée des vocabulaires, on met en place les vocabulaires de RDF classe. Vous voyez bien, ici, nous avons créé l'espace de nom XML RDFS et qui est représenté par cette URL. Donc, voilà. Et plus tard, donc, ici, la syntaxe pour la création des classes, c'est de dire, la syntaxe, clairement, c'est quoi? La syntaxe, pour ce qui est des classes, on va utiliser, voilà, voilà, je mets comme ça, RDFS, double point. Donc, je dis classe, mais vous savez bien que pour utiliser ça, il faut avoir défini la préfixe. Préfixe, RDFS, double point, quelque chose qui va, voilà, quelque chose comme ça. Donc là, c'est RDFS classe. Ici, RDF, double point, ID, où nous donnons le nom de la classe. Voilà. Et je fais comme ça. C'est une balise. Vous voyez là, je viens de l'ouvrir et je vais la fermer ici. RDFS classe jusque-là. Et puis, il y a le corps que l'on va constituer. Voilà, le corps que l'on va constituer. Donc, à ce niveau, nous avons défini une classe qui est de type man, donc la classe des humains, man. Et à l'intérieur, nous allons dire que cette classe-là que nous avons, c'est une sous-classe des personnes, mais aussi de type mâle, des hommes. Donc, pour donc, ce que nous allons mettre ici, donc nous avons la classe, ici par exemple, je vais utiliser l'exemple qui est là, man, voilà, man, voilà. Pardon. Donc, voilà, j'ai man, je dis que de la même manière, ici je vais dire R, c'est une sous-classe puisque c'est l'hiérarchie des classes. Donc, ça veut dire classe avec des sous-classes, des superclasses et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, donc, je vais avoir R, D, F, S, double point, sub, classe, off. De quoi? Donc, c'est une sous-classe de quoi? C'est une sous-classe d'une ressource qui s'appelle personne. C'est une ressource d'une ressource qui s'appelle donc RDF, ressource, voilà, personne par exemple. Personne, c'est aussi une sous-classe RDFS, subclasse d'une personne qui est de type mâle. Donc, du point de vue graphique et hiérarchie, comment est-ce qu'on peut représenter? J'ai man, si man, donc si sémantique, donc littéralement, si man est un sous-ensemble, si man est un sous-classe de personnes, ce qu'on peut représenter la classe personne comme ça et man dedans. C'est une sous-classe qui est comme ça. Mais donc, là, on peut dire que qu'est-ce qui hérite? Tout ce que man a. Donc, ici, j'aurais man, ici, j'aurais personne. Donc, personne hérite de qu'est-ce qui. Donc,
donc, tout ce qui possède man est possédé par personne. Donc, tout ce qui possède man est possédé par personne. Mais aussi, il y a aussi les mâles. Voilà. Si on se renvoyait dans la programmation orientée objet, ou bien dans le UML, on aurait à représenter une relation comment puis-je dire, une relation d'héritage entre mâle et entre les trois éléments, donc mâle et personne. Donc, mâle, c'est une sous-classe de ça, et ça l'est aussi pour celui-ci. Donc, vous voyez bien, nous avons man qui est une sous-classe de personne, mais aussi une sous-classe de man. Ça, c'est la représentation avec RDF XML. Donc, on a vu que RDFS se traduit aussi, se décrit aussi avec RDF. Pareil pour, ici, nous avons un triplet, donc tout se fait sous forme de triplet. J'ai le sujet, c'est man. Voilà, le sujet, c'est man. Le type, donc si je peux dire, le sujet, donc man, subclasse, personne. Là, ça veut dire que ça, c'est sujet, ça, c'est prédicat, et ça, c'est objet. Encore, ça, c'est sujet, prédicat, objet. Et donc, si on veut faire ça avec RDFS, on aurait d'abord man comme le sujet, qui a comme objet, man, il a comme objet, personne est mâle, mais il a en commun, c'est le prédicat subclass of. Là, j'aurais man, A, on a vu que A représente RDF.type. Man est de type RDF class. Man, c'est une classe. D'accord? Et c'est une classe, mais aussi man, c'est une sous-classe de personnes et de man. Et je crois bien que vous vous rappelez l'usage de la concaténation avec point-virgule et celle avec les virgules. Là, à ce niveau, pourquoi est-ce que normalement on a mis point-virgule? Parce que si vous regardez bien, ça c'est ce que, donc, nous avons en commun le mot seulement man. Donc, si on a seulement man, donc le sujet en commun, c'est que on doit produire son prédicat et son objet et mettre point-virgule, et puis le prédicat et son objet, point-virgule, et puis le prédicat et son objet, point-virgule. Mais ici, pourquoi on n'a pas mis les points-virgules? Parce que les deux là, ils ont en commun man. Mais les deux qui restent, ils ont en commun le sujet et le prédicat, d'où l'usage de virgule. Très bien. Et puis, on avance pour synthétiser tout ça. Donc, toute classe est une sous-classe de ressources. Voilà, là, je vous renvoie au départ. Toute classe est une sous-classe de ressources. Voilà, c'est juste au départ où on va. Donc, toute classe est une sous-classe de ressources. Ça, c'est la première axiome, si on peut dire. Concrètement, pour un sujet C de type RDF classe, donc s'il existe un sujet C de type qui est une classe, alors c'est une sous-classe de quoi? De ressources. Concrètement, donc, c'est un sujet qui est une classe. Un sujet qui est une classe. Donc, comme on a dit que toute classe est une sous-classe de RDFS ressources, donc ça veut dire, si C est un sujet de type classe, alors C est une sous-classe de RDFS ressources. Ça, c'est la traduction de cette phrase. La propagation des types. Alors, si C2 est une sous-classe de C1 et X est de type C2, donc si C2 est une sous-classe de C1 et que X est
Bon, je vais représenter ici, comme ça vous allez bien comprendre facilement. Donc, on nous dit, si C est une RDF, C2 et RDFS, sub classe of, subclasse of C1, C1, voilà, ça c'est sujet, prédicat, objet. Et X est de type C2, et X est de type C2, donc C2 ici, c'est un objet, C2 RDF type X, donc alors, ça c'est la progression. Alors, X est de type C1. Alors, X est de type, X est de quel type? Donc, C2 est une sous-classe de C1. Donc, si c'est une sous-classe de C1, ça veut dire qu'entièrement, C2 se trouve dans C1. Alors, si X est de type C2, qui est entièrement noyé dans C1, vous comprenez bien que X va être de type C1. RDF type C1. Donc, si, voilà, je vais dire comme ça, j'ai C1, j'ai C2, voilà. Si X est de type C2, c'est qu'il va aussi l'avoir. Donc, si C2 est une sous-classe de C1 et que X est de type C2, dans ce cas, vous comprenez bien qu'il est de type C2. La réflexivité, ça veut dire que la classe est une sous-classe de lui-même. Donc, si C est de type classe, alors C est une sous-classe de lui-même. Et puis, ça, c'est la transitivité. Ça veut dire que si C2 est une sous-classe de C1, C3 est une sous-classe de C2. Donc, vous voyez déjà que C2 se trouve déjà dans C1, C3 se trouve dans C2. Donc, on a C1, voilà. On a dedans, on a C2 et dedans, on a C3. Et donc, si C2 est de type C1, et c'est une sous-classe de C1, et C3 est une sous-classe de C2, vous comprenez bien que C3 est une sous-classe de C1. Donc, c'est ce qu'on essaie de montrer avec cette partie. Alors, maintenant, on va voir les hiérarchies des propriétés. De ce fait, donc, normalement, là, par exemple, c'est une relation des auteurs et des créateurs, par exemple. On va les déclarer, nommer les types de propriétés et ces relations qui existent entre normal et les propriétés. C'est ce qu'on a vu, on les a appelés des relations, on les a appelés des arcs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va voir comment organiser leur hiérarchie et deux fois qui sont soumis à un héritage multiple. Alors, regardons par exemple, toujours avec RDF S, donc RDF property. Donc RDF property, nous allons définir une propriété qui s'appelle par exemple Asmada, qui va être une sous-propriété de quelque chose. Là aussi, la syntaxe, comme je l'ai fait pour classe, je vais mettre des... voilà, je fais quoi? OK, voilà. Pour les classes, on a vu on fait R, D, F, S, classe. Pourquoi S? Parce que RDF ne dispose pas du mot-clé classe. Mais avec RDF, pour ce qui est de property,
nous avons dans le sujet, il y a propriété qui est là. Donc, on va hériter ça de RDF et on ne va pas le déclarer encore une fois en RDFS. Donc, property, ici, suit RDF ID, où on doit donner, on doit identifier ça et on aura RDFS classe. Si je fais comme ça, ici, on aura property, ici, on aura RDF ID qui est égal à quelque chose et on va aussi RDF property. Donc, l'hierarchie, c'est qu'il va y avoir sous-propriété 1, sous-propriété 2, sous-propriété 3 et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Là, par exemple, nous avons la propriété HasMother qui est une sous-propriété de HasParent. Vous comprenez bien que a une mère. C'est une sous-propriété de a les parents. Normalement, celui qui a une mère, il a les ou un parent. C'est une sous-propriété de ça. Si on faisait, donc ça c'est RDF XML, si on utilisait, bon ici dans cette relation, il faut toujours savoir discerner, savoir repérer notre triplet. Ici nous avons quoi? Nous avons, c'est ça le sujet, Hasma, d'abord notre sujet c'est notre propriété, et puis ça c'est le prédicat, et ça c'est l'objet. Alors, comme c'est ainsi, nous allons, au niveau de RDFS, nous allons dire Hasmada, qui est sujet, est une propriété. D'accord? Hasmada est une propriété, mais aussi c'est une sous-propriété de HasParent. Donc, Hasmada est une propriété. Hasmada, c'est une sous-propriété de HasParent. Et donc, ici, le A là, on sait bien que A est synonyme de RDF type. Donc, je vais dire Hasmada est une propriété, mais aussi c'est une sous-propriété de HasParent. Pour récapituler syntaxiquement, donc il y a propagation des propriétés. Donc, si P2 est une sous-propriété de P1 et qu'il existe un sujet X dont un sujet X dont la propriété est P2, ok, dont la propriété est P2, alors cet X est de propriété P1. Qu'est-ce que cela voudrait signifier? Qu'est-ce que cela voudrait signifier? Donc, voilà. Si j'ai une propriété P1, voilà, P1 qui est là, bon, j'utilise juste les ensembles. Et puis, j'ai une autre propriété, P2. Et s'il existe, P qui est de propriété P2, s'il existe P qui est de propriété, attends, donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai P2 qui est une sous-propriété de P1. Donc, c'est l'inverse que j'ai dessiné. Donc, j'ai P1. Donc, ici, je vais effacer. C'est P1. Ici, j'ai P2. Donc, P2, c'est une sous-propriété de P1. Voilà. Donc, aussi, P1, P2 est une sous-propriété de P1. Et s'il existe un sujet ayant comme propriété P2, ce dernier donc, est de propriété par transitive, par propagation de P1. Donc, s'il existe P qui est de propriété P2, dans ce cas, P est de propriété aussi P1. Et puis, il y a la réflexivité. Donc, si P est de type est une propriété, c'est une sous-propriété de lui-même. La transitivité aussi, c'est si P2 est une sous-type de P1, très bien, P3 de
de P2. Alors, voilà, alors, P3 est une sous-propriété de P1. Alors, donc pour ce qui est, on va voir aussi comment on fait la signature des propriétés. La signature normale, ça consiste comment peux-je dire, à proposer, comment peux-je dire, à donner la classe de départ pour une relation, par exemple, document personne, et puis la classe d'arrivée d'une relation. Ici, nous avons par exemple entre document et personne. Document ici joue le rôle de classe de départ, voilà, un sujet, et classe d'arrivée, un objet. Si on retourne pour comprendre la suite, pour comprendre la suite, nous avons dans cette relation, nous avons S, nous avons P et nous avons O. N'est-ce pas? Nous avons O qui peut être, entre guillemets, qui peut être illittérale ou n'importe quelle valeur. Donc, si le sujet, ici j'ai un sujet, ici j'ai une propriété et j'ai les valeurs. Et donc, ici, le sujet, ça va être notre classe de départ et la classe d'arrivée, ça va être notre objet. Et donc, le sujet tombe dans ce qu'on appelle le domaine et la valeur, pour ce sujet-là, sont les valeurs. Donc, dans la classe d'arrivée, on va avoir l'ensemble des valeurs possibles et c'est là où on va utiliser range. Donc, ici, par exemple, nous avons le document, personne, la propriété ou la relation qui est entre les deux, c'est auteur. Alors, ici, donc, nous avons dans une relation Hasmada, c'est une sous-propriété de Hasparent comme on l'a vu, mais au départ, c'est un humain, et range, les humains peuvent être des women tout comme des mâles. Donc, ça, c'est du domaine des humains. Et Hasmada, et spécifiquement, la valeur, c'est un woman, si on peut dire. Pour faire cela, c'est la même chose. Ici, on va avoir Hasmada comme le sujet dans le cas présent. Et puis, ils ont édotype. En RDF, je vais avoir Hasmada, édotype, propriété. Hasmada est une sous-propriété de Hasparent. Hasmada est du domaine voilà, human, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà, Hasmada édotype est une propriété, sous-propriété de Hasparent. Et vous comprenez bien pourquoi les points virgules ici, c'est parce que les quatre que vous voyez ici, ils ont en commun quoi? Ils ont en commun que Hasmada. Voilà. Et donc, les domaines et portée des domaines. Donc, la conjonction des domaines est portée. Ici, par exemple, si on regardait au niveau des documents, si la propriété qui se trouve, comment puis-je dire, le document et personne, et nous avons ici côté propriété, donc auteur et créateur. Donc, ça veut dire que si la relation entre document et personne est de type auteur et que auteur est une sous-classe de, de créateur, donc la relation entre document et personne et peut aussi être vue comme, donc, elle peut être considérée comme créateur. Ici, donc, le domaine effectif est l'intersection des domaines déclarés et hérités. La portée effective, donc la portée c'est range, donc les valeurs possibles, et l'intersection des portées déclarées et héritées. Là, par exemple, nous avons d'une part les documents qui est
Euh, donc, entre document et personne, il y a la relation auteur de, mais entre auteur et créateur, il y a, comment peux-je dire, la relation entre auteur et créateur, il y a une hiérarchie qui est là où on a objet et agent. Donc, l'objet, il est créé par un agent. Au final, nous aurons document va hériter, comment peux-je dire, nous aurons que objet hérite aussi de objet hérite la propriété auteur de cette relation hiérarchique entre auteur et créateur. Donc, pour ce qui est de la sémantique côté RDF S, donc au niveau des propriétés, donc si une propriété P est du domaine D et P, donc si une propriété P est du domaine D et qu'il existe un triplet et qu'il existe un sujet de type P, alors X est de type D. Donc, vous voyez, P, c'est au milieu. Donc, si une propriété P est du domaine D, OK, et qu'il existe un sujet de type P, de ce type qui est du domaine D, dans ce cas, P, donc dans ce cas, X est de ce type-là, et de type D. Donc, côté range, s'il existe un sujet de type, s'il existe, euh, s'il existe une propriété P qui se trouve dans la portée R et que de l'autre côté, il existe un sujet X de ce type même P, dans ce cas, Y, bon là les ranges, regardez bien les ranges, c'est pour les objets, donc les valeurs, alors que les domaines, c'est pour le sujet. Alors, dans ce cas, Y est du range de A. Alors, concrètement, on peut aussi utiliser, comment est-ce qu'on utilise les labels? Donc, voilà, par exemple, nous avons name qui est une propriété et on peut le labeller, on peut la représenter en français comme nom, en français comme nom de famille, en anglais comme name. Alors, dans Tarton, on va voir name comme une propriété, et puis comme tous ces éléments sont, donc name comme c'est une propriété, et puis les trois éléments ont en commun RDFS label, donc la première ligne, on a point virgule, donc name est de type propriété, et puis le reste partage à la fois name et RDF label, c'est pourquoi on a nom français, nom en français, nom de famille en français et name en anglais. Les commentaires aussi, on peut utiliser des commentaires textuels pour dire que donc nous avons woman pour ce qui est, donc vous voyez nous avons la classe woman qui est là, donc classe woman, on peut ajouter un commentaire sur cette classe-là. Et pour cela, on va utiliser DFS comment. Et on commente en français que woman, c'est une personne adulte de sexe féminin. On le fait en anglais en disant que female, it's an adult person. Voilà. Ça, c'est en tato, on va prendre ça comme sujet, donc woman. Et puis, woman et de type classe, c'est ce que vous voyez ici. Et puis, nous aurons RDF comment, woman, RDF comment, adulte, female person en anglais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, il peut arriver aussi, lorsqu'on est en train de faire des recherches, par exemple, nous voyons, si on voit man, on peut aussi avoir l'idée. Donc, le moteur de recherche peut te dire, comme tu t'intéresses aux hommes, ça pourrait aussi regarder au niveau des hommes, des femmes aussi. De ce fait, on aura par exemple une classe RDF, donc une classe man,
Et en faisant cette recherche, on peut se dire avec si also, tu pourrais aussi être intéressé par la ressource woman. Mais là, il n'y a pas une étude franchement qui est faite. C'est juste pour dire si vous vous intéressez au, comment peux-je dire, si vous vous intéressez, je vais juste chercher un autre exemple. Si vous vous intéressez au stylo, compte tenu que les stylos sont utilisés pour écrire, vous pourrez aussi vous intéresser au crayon, par exemple. Donc, là, on va voir man. Donc man est de type classe. Et il y aura aussi man, si, also, woman. Donc, pour cette partie théorique, bien que vous voyez que ça parle, normalement, c'est la même logique que l'on a fait, ce sont les balises, c'est RDF que l'on a, sauf qu'on a ajouté les éléments de propriété et classe, sous-propriété, sous-classe. Et au niveau des propriétés, on a ajouté les trucs comme sous-propriété, range, domaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà, donc je vous laisse avec cette partie. Je vais revenir vers vous avec un exercice qui ne devra pas prendre beaucoup de minutes, qui va illustrer tout ça. OK.